pensée que ordinateur, parce que la mise en ordre, ça va beaucoup plus loin, c'est pas seulement le calcul. Donc voilà l'exemple d'un truc très réussi. Il n'y en a pas beaucoup. Les médecins ont fondé des chaires, tenez-vous bien, d'addictologie. D'addictologie, vous voyez, c'est-à-dire sur tous les phénomènes de toxiques et de drogue. Il y a des mots français pour dire ça, et ils ont fait ce monstre, addict, c'est évidemment le mot anglais, et logos qui est en grec. Ils ont marié la carpe et le lapin, c'est-à-dire un mot anglais d'origine latine avec une terminaison grecque, ce qui montre la monstrueuse inculture de nos amis médecins. Ils auraient pu téléphoner à l'académie, et je leur aurais dit, écoutez, addictologie est un monstre. Oui. Cette langue-là, contrairement à plusieurs langues, est une langue qui est exigeante, qui comporte beaucoup d'exceptions, mais qui en même temps permet de justement préciser une pensée complexe. Parce que l'anglais, c'est correct de savoir l'anglais pour échanger des marchandises ou acheter de la pizza, mais je veux dire, quand vient le temps au niveau scientifique ou même artistique ou même politique d'exprimer une pensée complexe avec des détails, des nuances, le français est une langue idéale pour ça, en autant qu'on en maîtrise les codes, bien sûr. Et alors, quand on réécrit un texte à partir d'un autre texte, et qu'on a un support, comme on va le faire, on appelle ça un palimpseste au sens figuré. Voilà, donc vous savez. Serveuse là, c'est une jeune fille. Quand elle marche, son fesse commence à danser. Son sein, c'est vrai ampoule 100 watts. Debout, comme ça, on dirait montagne. Et quand je vois tout ça, mon bonhomme commence debout un peu. Je pardonne, lui, il faut pas. Il va me honnir, surtout quand je porte pas caleçon cette nuit-là. Tu fais circuler Kensaro Wewa, son style, là. Vous n'écrivez plus en petit nègre, là. Lancez-vous, vous avez 10 minutes. C'est le même texte, hein, c'est bien ça. Cette serveuse est jeune, enfin, assez jeune, non, très jeune. Quand elle marche, il semble que ses fesses commencent à, comment dirais-je, à danser, oui, c'est ça, à danser. Et sa poitrine, c'est du 50, non, c'est du 75, que dis-je, c'est du 100 watts. Taratata, voyeur. Tiens, viens d'en voir. Et la demoiselle d'exhiber ses niches. Pépère, mon vieux, des calebasses, pire, des montagnes, l'Everest, 2 fois l'Everest, tout blanc. Qu'est-ce que c'est que cette traînée? Bon sang. Quand elle marche, elle tortille de la fesse et bombe le torse pour faire sortir ses gros nichons et faire bander les mecs, même ceux qui veulent pas. On peut pas boire sa bière tranquille, non? Nom de Dieu, un vrai régal. Rien qu'à imaginer son abricot, mon concombre se redresse. Du coin de l'œil, je la surveille. Je rêve que je fourre cette trop belle crêpe. Mais voilà pas qu'elle me repère, elle s'approche, la gorge sèche, je finis ma bière. La casserole commence à chauffer. Au Québec, l'anglais envahit tous les espaces de la société québécoise. À Montréal, les enseignes des magasins tuent tranquillement le caractère francophone de la ville. En 1976, le gouvernement souverainiste de René Lévesque prend le pouvoir. Un an plus tard, la loi 101 est votée. Le français est sauvé puis proclamé langue officielle du Québec. 17 ans après, la France, elle aussi, se dotera d'une loi pour protéger sa langue et l'inscrire dans sa Constitution. Je dis que la Ville de Montréal ne devrait pas faire une publicité qu'elle est la 2e plus grande ville française au monde, parce que partout, nous sentons à plein nez les devantures, les panneaux réclames, etc. Nous sentons que c'est anglophone et non pas francophone. Nous allons tenter cette année une opération pratique dans un coin précis de Montréal pour faire en sorte que l'expérience attire l'attention et le désir de collaboration de toutes les autres rues ou parties de Montréal. C'était une loi indispensable qui a changé complètement la donne au Québec en francisant le travail, les communications. On est arrivé à sécuriser les francophones sur l'usage de leur langue. Donc, les francophones sont moins sur la défensive et ils ont pu avoir une autre attitude devant, justement, le multilinguisme et les autres langues. Dans les années 60, il y avait toute cette montée du nationalisme québécois, en effet, de toute la question identitaire québécoise, et qui était due partiellement au fait qu'il y avait une bourgeoisie anglophone qui dominait les francophones du Québec. Mais ce n'est plus vrai, ce n'est plus ça la réalité. Les francophones ont rattrapé leur retard économique, il y a eu une modernisation, mais aujourd'hui, on fait face à la mondialisation qui est portée
par une langue et par une culture. La culture, disons, anglo-saxonne, les valeurs néolibérales, et puis la langue anglaise. C'est une bombe politique qui a éclaté lundi. Dans un rapport rédigé uniquement en anglais, la Commission sur les services de santé en Ontario décrète la mort de l'hôpital Montfort, le seul hôpital francophone de la province. Pour nous, c'est chez nous, ça, ici. Puis là, ils nous enlèvent notre chez nous, c'est pas correct. C'est le commencement de la fin. Ça veut dire qu'on est obligé de s'assimiler. Dans une atmosphère survoltée, les manifestants ont crié haut et fort que la bataille pour la survie de l'hôpital Montfort, c'est aussi la bataille pour la survie de la langue française en Ontario. C'est une belle victoire pour les Franco-ontariens. Ils viennent de gagner leur cause devant la Cour d'appel de l'Ontario dans le dossier de l'hôpital Montfort. Le tribunal affirme que le seul hôpital universitaire francophone de la province... S'il y a un certain moment, certains décideurs, les biologistes, par exemple les financiers, par exemple les HSC, par exemple les commerçants, par exemple les ENA, si ce genre de gens se mettent à parler la langue de communication, alors effectivement, on ne pourra plus dire la finance en français, le commerce en français, la biochimie en français. On ne pourra plus éduquer nos enfants à faire des mathématiques en français. Alors les corpus périphériques vont se déliter, vont se défaire. Alors, la langue est morte. Elle est virtuellement morte. On s'en retourne vers une sorte de Moyen-Âge mystérieux qui ne sera pas semblable au Moyen-Âge, mais on s'en va vers un âge très particulier où on va tous partager 400 mots d'anglais parce que c'est la langue des ordinateurs et que maintenant on communique tous entre nous via des ordinateurs et que le chat a des mots, des abréviations, une syntaxe déjà particulière à lui. C'est que l'anglais est devenu la langue universelle. C'est la langue de tout le monde et c'est celle qu'on va parler tous dans 300 ans, dans un horizon lointain. On va tous... Puis on va parler 400 mots d'anglais. Ce ne sera pas l'anglais de Shakespeare, c'est ni celui de Thackeray. Ça va être I want a room. This room is $100. Do you take it? Do you take Visa? Yes, I do. La langue anglaise est une langue de mots. Elle a beaucoup de mots et elle s'exprime avec des mots. La langue française ne s'exprime pas avec des mots. L'unité de sens de la langue française n'est pas le mot, c'est la phrase, c'est la proposition. Proposition principale, proposition circonstancielle, proposition complétive, etc. L'unité de la langue française, c'est la proposition. Dans l'écriture, il y a des contraintes. Et les contraintes, par exemple, Baudelaire qui écrivait en alexandrin pour faire des sonnets, je veux dire, c'est très contraignant comme forme, là. Bien plus que le rap. Le rap, moi, si ma ligne, elle dépasse, si ma ligne, elle a 14 pieds, puis il faut qu'on ait les 12, j'ai juste à rapper plus vite, puis je vais compresser le texte. Baudelaire, il ne pouvait pas faire ça. Moi, si je veux faire 22 rimes en « et » de suite, je vais le faire. Baudelaire ne pouvait pas faire ça. Il fait la rime féminine, la rime masculine, alternance obligatoire. Donc, il y a une contrainte. Sauf que quand tu lis Baudelaire, as-tu l'impression que ce gars-là est contraint dans son écriture? As-tu l'impression que son esprit est rétréci parce qu'il y a une contrainte? Au contraire, des fois, la contrainte, tu peux t'en servir pour t'émanciper, pour générer une nouvelle pensée. Puis dans ce sens-là, il n'y a pas de contrainte, il n'y a que des contraintes. La langue française, ça n'existe pas, c'est pas quelque part. C'est vous, la langue française, c'est moi qui la parle, c'est notre ami, c'est etc. Par conséquent, la langue française, mais elle sera ce qu'on en fera. Elle sera ce que la collectivité en fera. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des relations entre nous. Et donc, vous ne pouvez pas dire est-ce qu'elle est assez forte ou pas. Si vous la détruisez, elle ne sera pas forte. Si vous la construisez, elle sera forte. Et c'est une affaire qui nous concerne et qui nous concerne tous. C'est pour ça que moi, je suis une militante de la francophonie. C'est pour ça, il faut qu'on fasse ça ensemble, tous les francophones. C'est pas vrai que les Québécois, ici, 2% de la population en Amérique du Nord vont changer le monde. Non, mais on peut, les 175 millions ou les 200 millions de francophones, peut-être y arriver. Cette langue est vivante, on ne va pas la momifier. Cette langue est complètement... Elle bourgeonne de partout. Et plus les cultures qui se rallient à la francophonie sont nombreuses, plus le français sera éclectique. Le français, maintenant, ce n'est plus aux Français, c'est à nous tous. Et le français appartient à tous ceux qui se donnent la peine de le faire vivre. Somos el pacto.
le français, il a cessé d'être vôtre à partir du moment où il est devenu la langue de Senghor, d'Aimé Césaire, et la langue de Damas, et la langue de plein d'autres gens qui n'avaient pas besoin d'avoir les yeux bleus pour aimer Voltaire.